vous imaginez, salam alaikum, vous imaginez bien qu'il est très difficile de prendre la parole après que notre grand professeur ait élevé le discours très haut. Alors moi, je vais le rabaisser un peu bas, donc, mais je tiens tout d'abord à remercier le Conseil des communautés israéliennes du Maroc pour l'ensemble de l'œuvre que ses dirigeants s'ingénient à pérenniser. Notre rencontre s'inscrit, de toute évidence, dans un programme qui tend à réhabiliter un lien de mémoire, à savoir l'ancien cimetière, les Haras, et par-delà, toute une mémoire collective musulmane et juive. De la fierté d'être Meknessi est un fait que j'ai pu constater, moi qui viens d'une ville d'un petit pata qui s'appelle Ben Slimane dans la Sharia, et qui, parce qu'elle, une femme Meknessi, est devenue Meknessi par amour. Donc, je l'ai constaté chez aussi bien les juifs que chez les musulmans. Et je l'ai constaté d'autant plus dans mes études sur le judaïsme marocain. De toute évidence, chacun est fier, même quelqu'un qui vient, je ne sais pas quoi, de la Guyane est fier de ses origines, de sa culture, de son clan, de sa famille. Il n'y a rien d'original dans ça. Toutefois, il y a un petit chouïa de plus quand un Meknessi parle de Meknessi. Je me réfère en la matière aux enregistrements à la base d'un livre qui a été fait par Mme Emmanuela Trevisan-Sini, Mme Ernest Pratt, qui s'appelle Les voisins absents, sur la mémoire juive à Meknès. Et je me base aussi sur 3 livres que j'ai à la maison. Le premier est d'un monsieur que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer, et je m'en mords les doigts parce que j'ai tardé à aller le voir. Il est mort, c'est M. David Cohen, qui a écrit un livre qui s'appelle Passion marocaine. Et c'est un livre que je conseille de lire, d'en faire un livre de chevet parce qu'il est vraiment très intéressant. On y trouve ces deux histoires racontées, mais d'une façon très applaudissante. Il y a un autre livre d'un monsieur que j'ai rencontré et à qui je n'ai pas donné le temps qu'il faut pour prendre tout de lui. C'est mon ami, on m'a dit qu'il est mort, Haïm Chikran. Et je lance ici un appel. Il a préparé un travail sur Zahra Fessia. Et je pense que c'est un travail qui est encore dans les cartons. Si quelqu'un ici a la main longue et peut le faire, et le sortir ce travail-là. Et puis, il y a un troisième livre, c'est celui de mon ami Joseph Eldano. C'est un livre qu'il faut acheter. Moi, il me l'a vendu à un moment où je n'avais pas d'argent, et je me suis dit, et c'est un livre aussi qui est très intéressant parce qu'il trouve tellement de petites choses qu'on ne peut pas, on ne risque pas de trouver ailleurs. Vous savez, parfois des petites histoires, des histoires individuelles, nous renseignent, nous inspirent beaucoup plus que l'histoire dite grande histoire ou l'histoire globale. La somme des petites histoires constitue à bien des égards des récits d'une grande teneur historienne. Subjective, certes, mais instructive, puisque de l'ordre des témoignages directs où le cœur dicte ses impressions et finit par les imposer. Et on sait très bien que souvent, les impressions valent beaucoup plus que les vérités. Aussi, permettez-moi de vous raconter une histoire qui, en plus d'être vraie, atteste une donne difficile à réfuter, celle relative à la fierté d'être juif Meknessi. Je vais vous la citer avec une version un peu remodelée, sous le contrôle et l'autorité de Mme Arlette Gouavi. Il y a quelques années, je pense en 2016,
mon ami Vanessa Paloma m'avait invité à donner une conférence au club communautaire de Casablanca. La communauté avait décidé d'organiser un cycle de conférences animé par des universitaires sur le passé, sur le présent, sur le futur du judaïsme marocain. Une initiative louable qui témoigne d'une vision globale des rôles des institutions juives dans un Maroc inclusif. J'ai dû comprendre qu'il y avait un courant interne à la communauté qui poussait dans cette direction. Celle qui consiste à doubler d'efforts pour que la communauté retrouve son éclat dans le temps. Et ce par marquer sa présence dans la sphère culturelle. D'ailleurs, nous ensemble, c'est compris. La culture nationale. Il fallait rompre avec cette position que notre ami Victor Malka, je ne sais pas s'il est encore de ce monde ou du monde, il est encore. Ah, oui, merci. Avec un certain cynisme, Malka disait les Juifs du silence. Donc il fallait sortir du silence. J'avais convenu avec Paloma de donner une conférence sur le Mellah tel que vu, conçu par les musulmans. Comment les musulmans pensent le Mellah. À cette époque, je venais juste de finir la traduction du livre de notre ami Émilie Gautriche sur le Mellah de Marrakech. Livre que la prestigieuse presse de la faculté des lettres de Rabat avait publié, et à notre grande surprise, et la mienne, c'était vendu, passez-moi le mot, la formule, comme des petits pains. Il fallait aussitôt procéder à un deuxième tirage. Preuve, s'il en fallait, une de l'intérêt qu'a le public, au moins le public universitaire, pour la chose juive marocaine. Entre parenthèses, un livre publié au Maroc, on n'en sort pas plus de 4000 et il faut 4 ans pour le vendre. Imaginez qu'un livre sort dans une presse universitaire, il se vend 4000. Il fallait repasser à une deuxième version, un report. Peut-être que ceux qui viennent d'Israël vont dire, mais nous on tire des centaines de millions, de milliers, nous on sort 4000 et c'est déjà beaucoup pour prendre les noms. Il fallait aussi procéder à un deuxième tirage. Preuve s'il fallait. Notons, et ça vous devez le retenir, M. Khaled Nasser traduit systématiquement tous les livres écrits dans l'histoire du Maroc, sur le judaïsme marocain. Aussitôt traduit, aussitôt publié, aussitôt vendu. La dernière traduction, celle de notre ami de l'Université de Californie, Jessica Marjolin, sur la justice juive au Maroc, jusqu'à maintenant, on est pratiquement à 12 000 livres vendus. Pour vous dire que c'est vraiment... au Maroc, quand on traduit un travail fait par un universitaire sur le judaïsme marocain, ça se vend, passez encore par le terme, comme du type. Dans ce livre, celui sur le Mellah de Marrakech, Gautriche explique que contrairement à une idée reçue, véhiculée vraiment malicieusement, le Mellah n'était pas un espace hermétiquement clos. C'est pas vrai. C'était un espace ouvert, favorisant l'émergence d'une kyrielle de facteurs de convivialité intercommunautaire, bien sûr entre juifs, mais aussi avec le monde extérieur, en l'occurrence avec les gens de la Médina proche et de l'interland, c'est-à-dire la campagne. Les musulmans y est venus non pas seulement pour le shrab, pour acheter et vendre, mais aussi pour plusieurs autres choses, notamment pour rendre visite à des amis. Il y avait des musulmans qui avaient des logements à l'intérieur du Mellah, à Meknès, à Rabat, ailleurs, leurs propres, ce sont des maisons à eux. Il est venu ici pour des pratiques de superstition, de magie, et entre autres, il est venu ici pour rendre visite à des femmes galantes. Ça existait. La dernière phrase, j'avais pas utilisé le mot femme galante, j'avais utilisé un autre mot, donc je ne vais pas le répéter ici. La dernière phrase avait de quoi, je l'avoue, susciter des remous. Des remous, somme toute légitimes. Mais j'allais
vais pas donner des exemples de vie. J'ai peur qu'il y ait des gens qui vont réagir mal. Pensons que c'est normal que dans un quartier, il y ait bien des gens qui vont de la Maria, que les musulmans veulent aller chercher la Maria. Il y avait bien des femmes qui étaient belles, et il y avait des musulmans qui venaient voir les femmes belles, comme partout dans le monde. Ayant fini ma conférence, Madame Paloma, qui dirigeait la séance, se devait de donner la parole au public pour interagir, pour poser des questions, ajouter des informations sur cette famille. Une première main se lève, celle d'un monsieur d'un certain âge, vêtu comme il se doit, le regard pointu, d'une voix grave qui m'a fait peur, elle exprime sa colère. Je reprends ce qu'il a dit. Madame Arlette était moi si j'ai changé quelque chose. Elle m'a dit, je suis profondément déçu. Je suis, pour ainsi dire, blessé dans ma chair et mon honneur. Le Mellah que je connais moi, celui où j'ai vécu et je continue de visiter, celui de Meknes, était un lieu de vertu de morale. La prostitution y était proscrite, non pas par la loi de la Torah, ou la force de la police, mais parce que les Juifs qui y vivaient étaient des gens pieux et jamais ils n'auraient permis une chose pareille. Il finit ce propos par dire, si j'avais su, jamais je ne serais venu, ni d'ailleurs ma femme, pour entendre de telles unions mi-nées. Je dois dire que la réaction de ce monsieur était à l'origine d'une panique que, heureusement, n'a pas trop duré. D'autres questions avaient participé à détendre l'atmosphère. Mais moi, dans mon silence, tout sauf innocent, j'avais à préparer une réponse qui à la fois devait ménager ce monsieur et aussi donner des éléments qui attestent de la véracité de ce que j'avais avancé. Encore faut-il ne pas citer des noms et froisser des civilités d'autres personnes présentes dans la salle. Je dois dire que la réaction de ce monsieur, qui au passage s'appelait Abu Hassan, donc vraisemblablement originaire de Tafilette, si je crois le livre sur les familles que notre ami a écrit, disons que son indignation m'a obligé à revoir ma conception de ce qui est la judaïté des Knesset. Une question s'imposait, qu'est-ce qui explique la présence et la pérennité de cette fibre que par ailleurs j'ai observé chez plusieurs juifs du Knesset et que mesdames Emmanuela Trevisan et Hannah Scrap avaient bien méthodiquement analysé dans leur livre du voisin absolu. Le Mellah de Meknes, comme l'a expliqué notre ami, depuis sa création au temps de Moulay Ismaïl, était resté un espace ouvert devant tous ceux qui est venu pour grossir une communauté qui trouvait dans le nombre une source de force. Les nouveaux arrivants, qui venaient souvent des Tafilades, y étaient intégrés sans grand écart aux origines, aux régions d'origine. On devenait Meknessi de facto et de jure quelque temps après son installation. Ce n'était pas le cas à Marrakech et encore moins à Fès. Moins nombreux que ceux qui arrivaient à Marrakech pendant le XIXe siècle, et ce qui a fait que Marrakech est devenue la première ville juive du Maroc jusqu'au début du siècle, le ménage de Meknes, lui, n'était pas trop dense. La vie n'était pas aussi pénible et difficile que l'était le ménage de Fès et de Marrakech. La vie n'était pas trop confortable, n'était pas totalement confortable, mais n'était pas difficile comme c'était le cas ailleurs. Et ça a fait que la communauté de Meknes avait moins de rancœur que celle qui exprimait. En est témoin le nombre de protégés Meknessi. Ils sont moins nombreux que les protégés de Fès et de Marrakech. Il fallait attendre la première décennie du XIXe siècle pour que l'on commence à parler de la surpopulation et de ce qui en découlait comme problème d'hygiène, d'insolubilité et autres maux liés à la densité.
Puis, une fois le phénomène était devenu de taille d'un grand problème aigu, les autorités coloniales, sous la pression des élites locales, avaient procédé à la construction d'un nouveau Mellah, le seul bâti pendant toute la période de protectorat. Les élites locales n'avaient pas déménagé vers la ville européenne, mais seulement traversé la route pour habiter un quartier nouveau, qui, dans sa conception, d'ailleurs vous l'avez sûrement remarqué, n'était pas totalement européen, n'était pas totalement marocain, mais ceux qui en avaient arrêté la conception tenaient sciemment à qu'il y ait un maximum de caractéristiques urbaines marocaines. Le nouveau Mellah n'avait pas affecté la cohésion de la communauté, bien au contraire. Elle l'avait renforcée, lui avait donné des dimensions qui comparaient avec ceux qui étaient observés ailleurs, Fès, à Marrakech, à Essaouira et à toutes les villes intérieures, donnaient à la judaïté méknessie une assise nationale tant espérée. Et pour preuve, la place qu'occupaient les représentants communautaires au sein du Conseil des communautés israéliennes du Maroc et au sein des organismes philanthropiques et associatifs juifs. Dans leur rapport mensuel, les cadres des écoles de l'Alliance israélienne universelle ne cessaient de louer les actions des responsables communautaires locaux et expliquer comment, grâce à des initiatives ciblées et soutenues, le nombre des nécessiteux à Meknès décroissait et que dans l'ensemble, la pauvreté extrême était inexistante. Même le nombre des gens atteints de tuberculose, de trachome et d'autres maladies était bas comparé au Mellah de Casablanca, de Marrakech et autres villes. De toute évidence, plusieurs personnes qu'on nommait instruites avaient élu domicile dans des villes de la côte atlantique, et tout particulièrement à Casablanca. Toutefois, à croire le rapport de la direction de l'intérieur du protectorat, leur nombre et pourcentage étaient inférieurs à celles venues de Marrakech et de Meknès. Une grande majorité des cadres créateurs de richesses meknessi étaient restés sur place et avaient participé au développement du circuit commercial avec les Filet, avec le Rab, avec le Grand Sexe. Parmi eux avait émergé une élite qui, après l'indépendance, et c'est ça très important, l'indépendance du pays, avait géré les affaires communautaires dans un Maroc nouveau. Un point mérite d'être soulevé. Parler des Juifs ne consiste pas uniquement à parler de richesse, de commerce et d'argent. Tous les Juifs ne sont pas des bons vendeurs, comme on le sait très bien. Les Juifs meknessi étaient, j'ose dire, des créateurs de savoir religieux et profanes. La communauté a donné naissance et a su faire fleurir des talents de rabbins, d'artistes, de médecins, d'avocats, d'ingénieurs. Meknès, la ville des 100 minarets, la ville de Al-Samar, était aussi la ville des 100 synagogues et où se trouvaient les rabbins les plus savants du Maroc. Je cite quelques-uns, les Berbigo, les Massas et autres. Et j'en passe. Les deux Mellahs ont continué à remplir les fonctions dont ils avaient la charge, à savoir maintenir la cohésion, renforcer les liens humains et assurer la quiétude spirituelle. C'est dans cette fonctionnalité que les gens des Mellahs puisaient ce qu'ils tenaient pour l'essentiel dans la fabrication identitaire, la fierté d'être meknessi. Permettez-moi de finir mon intervention par un témoignage de reconnaissance. Merci et mille merci à tous ceux qui ont œuvré à la rénovation du cimetière du Vieux-Mellah. Ce sont des gens à qui il est le devoir d'appeler. Ce sont des gens à qui il est le devoir d'appeler de taxer, de leur mettre quelque chose. Les passeurs de la mémoire, les gardiens du temple. D'ailleurs, c'est la formule qui a été de M. David. Dans un article de référence, mon ami Emmanuel Trévézan-Simi avait rapporté une confession prononcée par une femme juive qui revenait au Maroc pour prier sur le temple de ses ancêtres, enterrés à Meknès. Au Maroc, avait-elle dit, qu'en nous revenant, le retrouvons le cimetière gardé, propre et préservé.
Ce n'est pas le cas de ceux qui reviennent en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie. Dieu merci pour ce bonheur inégalé. Le cimetière, ce n'est pas un lieu de la mort, c'est le symbole de la vie qui continue. Nous l'appellerons pas en hébreu, Beit Hayat, la maison de ceux de la vie et de ceux qui continuent à vivre parce qu'ils nous renseignent sur le fait que nous ne sommes plus de passage et qu'il est du devoir de chacun de nous de faire du bien tant qu'il le peut. Merci. Merci beaucoup, professeur Fatini, de nous avoir décrit cette mutation de la communauté, ce dynamisme à travers le lien dans ces deux dimensions de Meknes, mais aussi toute cette articulation à Meknes entre les Marocains de confession juive et les Marocains de confession musulmane. Je donne la parole au professeur Mohamed pour nous parler des Takana.